simple. L'Union européenne, c'est un système politique. L'Europe, c'est un continent. Une fois qu'on a dit ça, quelle conclusion on en tire? On en tire une conclusion très simple. Comme l'Union européenne est un système politique, ce système politique a été mis en place par des humains, et par conséquent, ce système peut être déconstruit, reconstruit, modifié, tant que les humains sont d'accord. En revanche, l'Europe étant un continent, eh bien, on ne peut pas sortir de l'Europe, d'accord? Sauf si, un jour, la dérive des continents nous amène, on ne sait où, mais c'est pas pour demain, et probablement, nous n'y pourrons pas grand-chose. En tout cas, c'est une première clarification qui me semble importante, parce que la confusion à propos de l'usage de ces deux termes est tout à fait volontaire. Il s'agit, en utilisant le mot Europe par les journalistes, par un certain nombre de gens qui savent très bien faire la différence, il s'agit de laisser penser, d'inculquer dans les esprits que l'Europe, c'est-à-dire en fait le système de l'Union européenne, est une réalité naturelle et qu'il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Donc voilà la première clarification pour que nous soyons tous à l'aise sur ce sujet. Ensuite, je voudrais évidemment éliminer tout suspense. Désolé, vous allez connaître l'auteur du crime au début de la conférence, parce que on ne peut laisser aucun doute, planer aucun doute sur la réponse à la question: faut-il sortir de l'Union européenne? Bien sûr, il faut absolument sortir de l'Union européenne et de l'euro, et le plus vite possible, parce que il y a deux raisons fondamentales. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. La première raison, c'est que le système actuel de l'Union européenne a pour but d'éliminer la démocratie. Ça peut choquer, et chaque fois que moi ou d'autres tenons ce genre de propos, il y a des gens qui réagissent. Eh bien, vous réagirez tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais l'Union européenne, le système actuel de l'Union européenne a pour but d'éliminer la démocratie, c'est-à-dire de faire taire le peuple, afin d'imposer définitivement les politiques néolibérales qui, chacun doit le savoir, sont favorables aux intérêts des classes dirigeantes, dominantes. Voilà à quoi sert l'Union européenne. Elle ne sert à rien d'autre. Tout le reste, c'est de la propagande, c'est de l'embellissement rhétorique pour faire avaler la pilule au peuple. Et la deuxième raison pour laquelle il faut sortir de ce système, l'euro est une arme de destruction massive des salaires, de l'emploi et de l'industrie française. Voilà, c'est assez simple. Ce sont deux raisons essentielles, évidentes, qui imposent de sortir de l'Union européenne et donc de l'euro. Je développerai donc des arguments pour justifier ce que je viens de dire, et je ferai une troisième partie dans laquelle je tenterai d'expliquer comment peut-on faire pour sortir et que faire une fois sorti. Alors, commençons par le premier point. Le système actuel donc, de l'Union européenne a pour but d'éliminer la démocratie, c'est-à-dire faire taire le peuple afin d'imposer définitivement des politiques néolibérales favorables aux puissants. Alors j'ai utilisé, vous l'avez peut-être observé, l'expression système actuel de l'Union européenne. Je n'ai pas dit l'Union européenne, j'ai dit système actuel de l'Union européenne. Pourquoi cette petite nuance? Eh bien, tout simplement pour indiquer que
le fait de trouver des alliances avec des pays européens n'est pas une mauvaise idée. On peut, on doit trouver des moyens de coopérer avec nos voisins pour la culture, pour le commerce, pour le tourisme, pour réfléchir à l'amélioration du niveau de vie respectif des peuples qui voisinent depuis des siècles. Donc ça n'est pas aberrant de chercher les moyens de rassembler les peuples, les nations, mais il y a quelques conditions à cela. Et ces conditions, c'est évidemment de respecter la souveraineté de ces peuples, leur liberté, de développer des relations de coopération sur une base commune, réciproque, qu'il n'y ait pas de pays dominant sur tel ou tel autre pays. Mais on pourrait se dire, oui, alors les Français, mais quel intérêt de coopérer avec les pays baltes, par exemple, les pays baltes, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie? On ne sait pas, on n'a jamais eu dans l'histoire de relations. Oui, mais bon, pourquoi pas? Il ne faut pas non plus s'enfermer dans l'Europe, parce que la France est tournée vers la Méditerranée. Et si nous voulons améliorer nos relations avec nos voisins, il faut améliorer nos relations avec tous nos voisins, c'est-à-dire ceux de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée. Ce sont nos voisins. Et il faut aller au-delà, compte tenu de l'histoire de France, en direction de l'Afrique. C'est-à-dire, en fait, la construction européenne est un concept faible, limité. Il faut voir beaucoup plus large, pas s'enfermer dans l'Europe, parce que nous avons des points communs beaucoup plus importants avec d'autres pays qui ne sont pas dans l'Europe. Donc il faut avoir cette vision d'une coopération internationale et évidemment sortir du système actuel de l'Union européenne ne signifie en aucun cas se replier sur soi, développer l'autarcie, absolument pas, c'est le contraire, parce que c'est bien le système actuel de l'Union européenne imbibé de néolibéralisme qui transforme toutes les relations humaines et les relations internationales en rapports de force commerciaux. Eh bien non, là il s'agit de sortir de ce système pour faire un système humain, dégagé de cette vision néolibérale. Alors justement, j'ai utilisé à plusieurs reprises le terme néolibéral, néolibéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, ça veut dire, je pense qu'il faut dire un tout petit mot, un autre point de repère sur cette question. Le néolibéralisme, c'est une idéologie, c'est-à-dire un système d'idées dont le principal fondateur est Friedrich von Hayek, un économiste autrichien des années 30 qui a fui le nazisme, qui est allé en Angleterre et aux États-Unis, et qui a donc développé des travaux qui ont contribué à fonder cette idéologie néolibérale. D'ailleurs, vous l'avez peut-être noté, le Premier ministre Édouard Philippe, il y a quelques jours, ça m'a surpris, a mentionné Friedrich von Hayek en se revendiquant de ce personnage qui est une crapule absolue. Mais ça n'est pas étonnant de la part d'Édouard Philippe. Alors, à quoi sert cette idéologie? Elle sert à anesthésier les esprits. En se présentant d'ailleurs de manière fallacieuse comme une réalité naturelle, le résultat d'observations naturelles, ou même une science qui devrait permettre aux yeux de ses fondateurs de mener en toute tranquillité, car sans contestation, des politiques favorables, plus riches, contre la masse de la population.
Alors, vous le savez, les premiers à mettre en œuvre les politiques néolibérales sont respectivement Margaret Thatcher et Ronald Reagan en Grande-Bretagne et aux États-Unis au tournant des années 70-80, suivi en France par la cohorte des présidents que nous avons connus, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Tout ça, c'est de la même eau. Ils ont fait les mêmes politiques néolibérales, à quelques petites différences près. Alors, donc, quelles sont les raisons qui conduisent à affirmer que le système actuel de l'Union européenne est une tyrannie qui sert à éliminer la démocratie afin d'interdire au peuple toute possibilité d'inventer et de mettre en œuvre des politiques économiques et sociales différentes que celles imposées par le néolibéralisme. Il y a 5 raisons. La première raison pour sortir de l'Union européenne tient au fait que ce qui est appelé la construction européenne s'est inspiré des travaux, dès le départ, des travaux d'une poignée d'intellectuels conservateurs américains qui, dès l'entre-deux-guerres, ça ne date pas du marché commun, c'est beaucoup plus ancien que ça, dès l'entre-deux-guerres, ont élaboré un projet d'Union européenne visant à rendre impossible toute alternative au néolibéralisme. L'Union européenne est donc par essence antidémocratique. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est antidémocratique. Et elle ne peut pas se réformer de l'intérieur. Il faut démanteler l'Union européenne. Alors, bien sûr, on peut se dire, oui, mais bon, c'est pas parce qu'il y a une poignée d'intellectuels américains un peu allumés qui, en 1939, font des projets pour l'Europe, que ça a la moindre importance. Oui, on peut se dire ça. Sauf que au début, ils étaient une poignée, mais ils vont parvenir à convaincre petit à petit les élites politiques, les grands médias, qui vont relayer leurs travaux et qui, on va le voir dans un instant, vont mettre en œuvre les politiques néolibérales qui étaient inventées par ces gens-là. Alors, donc on est dans l'entre-deux-guerres et on peut situer les débuts de la propagande néolibérale au 26 août 1938. Ouais, c'est très précis. Bon, on peut discuter sur la date, mais pourquoi cette date? Eh bien, tout simplement parce que l'un des leaders des intellectuels conservateurs américains à cette époque, qui s'appelait Walter Lippmann, a réuni les intellectuels qui, comme lui, avaient été effrayés par le New Deal de Roosevelt en 1933. Vous savez qu'il y a eu la grande crise économique de 1929 aux États-Unis et que Roosevelt, démocrate, a dénoncé l'origine de cette crise, les marchés financiers déjà à l'époque, et qu'il a proposé un programme politique qu'il a appelé le New Deal pour sortir de la crise. Et en effet, le New Deal, Roosevelt va gagner les élections en 1933 et il va mettre en œuvre un programme tout à fait ambitieux dont l'embauche de millions de chômeurs directement par l'État. Il faut voir ce que ça représente aux États-Unis. En France, on n'ose même pas imaginer des choses comme ça aujourd'hui, après plusieurs décennies. Et il va faire monter la tranche marginale de l'impôt sur le revenu à plus de 90%. Quand on dit ça, pourtant à des économistes qui semblent tout à fait éduqués, et là, ces gens-là n'arrivent pas à le croire. Résultat, eh bien, la classe dirigeante américaine est tout à fait affolée de ce que fait Roosevelt, qui crée la sécurité sociale en 1933 aux États-Unis, etc., etc. Et donc, pour ces intellectuels conservateurs américains, Roosevelt est un collectiviste.
Surtout que ce que fait Roosevelt va trouver un écho avec le Front populaire en France et en Espagne en 1936, avec le Parti travailliste de l'avant-guerre. Et il y a donc une raison internationale pour ces gens-là de réagir face à, évidemment, l'URSS qui existe depuis 1917, qui prive les firmes multinationales d'un marché de plusieurs centaines de millions d'individus. Et donc, ces intellectuels décident de créer un centre international de reconstruction d'une idéologie leur permettant de reprendre la main, parce qu'ils ont perdu la main. La crise du capitalisme, les expériences sociales qui ont lieu en Europe, aux États-Unis, font que le capitalisme est discret. Il faut donc reprendre la main et ils veulent élaborer ce qui va s'appeler un peu plus tard le néolibéralisme. Donc voilà à l'origine. Alors pour bien comprendre, juste une phrase de von Hayek en 1939, nous sommes toujours avant-guerre, voilà ce que dit le brave von Hayek. La fédération européenne devra posséder le pouvoir négatif d'empêcher les États individuels d'interférer avec l'activité économique. C'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que dans cette théorie néolibérale, l'activité économique doit être soustraite à la délibération publique, au choix politique. C'est une sorte de vérité révélée qui ne peut pas être contestée. C'est exactement ce que l'on nous sert du matin au soir dans les médias, dans les grands médias. Les dirigeants politiques de gauche et de droite qui ont exercé le pouvoir nous ont servi exactement les mêmes arguments. Et il ajoute, von Hayek, une fédération signifie qu'aucun des deux niveaux de gouvernement, fédéral et national, ne pourra disposer des moyens d'une planification socialiste de la vie économique. Alors, planification socialiste, il ne faut pas le prendre au mot, parce que pour eux, Roosevelt, avec son New Deal, est un socialiste. Les travaillistes anglais sont des socialistes. Ils exagèrent un petit peu, mais le raisonnement est le même. Il faut mettre en place un système économique favorable au marché, favorable aux intérêts des classes dominantes, et empêcher par tous les moyens que les peuples puissent peser sur cette réalité, par des mécanismes institutionnels. C'est l'Union européenne et ce sont les instances supranationales comme l'OMC, le FMI ou la Banque mondiale qui viendront après. Bon, donc on aura très bien compris de quoi il s'agit, c'est ce qu'ils veulent faire, mais vont-ils le faire? Pourront-ils le faire? Eh bien, oui. Et dès la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, leurs travaux commencent à avoir un écho chez les dirigeants américains et britanniques. Et c'est Winston Churchill, le Premier ministre britannique, en octobre 1942, qui, il ne cite pas von Hayek, mais qui reprend la même idéologie et qui envoie un courrier à son ministre des Affaires étrangères, et il lui écrit « Toutes mes pensées vont d'abord à l'Europe, mère des nations de la civilisation actuelle. Ce serait une catastrophe terrible si la barbarie russe venait à détruire la culture et l'indépendance des autres États européens. Je tourne mes regards vers les États-Unis d'Europe. » Eh bien, là, Winston Churchill installe les bases politiques de la construction européenne des États-Unis d'Europe. C'est la première expression qu'il utilise. Mais dans quel objectif? S'agit-il, dans la bouche de Winston Churchill, de développer le bien-être, la démocratie, d'assurer la paix? Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Pas du tout.
Il s'agit d'anticiper sur les suites, parce que là, en octobre 1942, les jeux sont faits. Tout le monde sait que les nazis ont perdu. C'est une question de mois. Il s'agit d'anticiper pour les mois qui viennent et la victoire. Que faire de cette victoire? Eh bien, verrouiller, bloquer l'URSS. Et l'objectif des États-Unis d'Europe, quoi qu'on pense du régime soviétique, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les bases sur lesquelles l'Union européenne démarre sont des bases agressives, contre une partie de l'Europe. Parce que, quel que soit le régime politique de l'URSS à l'époque, c'est un pays européen. Alors ça se discute, il y a des débats, oui, ils sont un pied en Europe, un pied en Asie, bon, je ne rentre pas dans ce débat, mais ils sont liés par l'histoire quand même à l'Europe. Et donc, que vaut-il mieux? Essayer, après la guerre, de construire la paix avec ceux qui étaient alliés, parce que les alliés occidentaux et les soviétiques étaient alliés contre les nazis. Eh bien non, il s'agit là de construire une alliance de l'Europe de l'Ouest dirigée contre l'URSS. Et donc, d'autres, je ne vais pas continuer à citer, ça suffit, mais il y a d'autres déclarations qui vont dans ce sens, et on voit donc clairement que l'objectif, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, préparé pendant la guerre, est de construire un bloc de l'Europe de l'Ouest militarisé contre l'Union soviétique. La deuxième raison, donc la première raison de sortir de l'Union européenne, c'est ça. On ne peut pas accepter cette vision de la construction européenne qui est toujours la même. L'Union européenne est toujours dans l'OTAN. Je rappelle que l'OTAN a été construite pour s'opposer au pacte de Varsovie, dirigé par l'URSS. Le pacte de Varsovie n'existe plus, mais l'OTAN existe toujours. Eh bien non, l'Union européenne ne peut pas dépendre sur les questions stratégiques et sur les questions militaires de l'OTAN dirigée par les États-Unis. Ça n'est pas acceptable. Il faut non seulement sortir de l'OTAN, comme l'avait fait De Gaulle, il faut sortir de l'Union européenne pour cette première raison. Deuxième raison, parce que dès le début, elle a correspondu, elle a été façonnée pour répondre aux intérêts des États-Unis, pas aux intérêts des Européens. L'Union européenne est un instrument de la guerre froide. Elle est atlantiste, elle est agressive. On le voit encore aujourd'hui avec sa culture russophobe permanente. Tout est bon pour susciter des tensions avec la partie est de l'Europe. Ce n'est pas comme cela qu'on peut bâtir une union des peuples et des nations d'Europe en excluant, en stigmatisant une partie des pays européens. Et je vais prendre l'exemple de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, très brièvement. Pourquoi prendre l'exemple de la CECA de 1951? Parce que la CECA est présentée comme la préfiguration de l'Union européenne actuelle. Alors je voudrais dévoiler quelques vérités qui sont camouflées par beaucoup d'universitaires paresseux qui n'ont pas fouillé dans les archives et qui se contentent d'avoir ce que leur donne l'Union européenne, la Commission européenne, sur son site internet, fait pour des enfants de 10 ans. Alors, le plan Marshall, vous le savez, les dirigeants américains sont connus pour leur amour du genre humain, et donc le plan Marshall, on nous le dit, a été fait pour aider les Européens. Bon, il n'y a que des semi-demeurés qui peuvent croire une chose pareille, pas du tout. Le plan Marshall a été conçu par les Américains, d'abord pour écouler leur production de guerre, d'une part, pour remilitariser l'Europe, pour faire
subir à l'Union européenne un poids militaire que les Américains voulaient soulager, et puis pour imposer des contreparties, c'est-à-dire les prêts qui étaient accordés par le plan Marshall aux pays européens devaient avoir une contrepartie d'achat de produits américains. Enfin, c'est pas nouveau. Bon, c'était pas des dons, hein, c'était des prêts, mais avec des contreparties. Mais surtout, les dirigeants américains, avec le plan Marshall, ont obligé les Européens à s'unir. Et ils ont donné, prêté, disons, l'argent à des plus en plus, non plus pays par pays, mais par des comités internationaux européens, disons, de pays européens, pour faire avancer la thèse qui désormais était la leur, construire une Union européenne pour faire face à l'URSS. Et donc ça s'est fait de cette manière-là. Il y a eu la remilitarisation de l'Europe, avec le pacte atlantique, l'OTAN en 1949, et puis on arrive donc à la fameuse déclaration Schuman, le 9 mai 1950. Alors le 9 mai 1950, on nous bassine tous les ans avec la journée de l'Europe. Hein. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, ça va bientôt recommencer, le cirque. Mais pourquoi? Eh bien parce que le 9 mai 1950, Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères français, va publier une déclaration, la déclaration Schuman, qui annonce donc la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. L'idée, sur le fond, n'est pas mauvaise. Le fait de coopérer pour produire du charbon et de l'acier, pour reconstruire les pays dévastés par la guerre, c'est pas une mauvaise. Les chercheurs français donc sont allés fouiller dans les archives américaines de la période, le plan Marshall, l'OTAN, le traité de Bruxelles, et puis la CECA. Et ils ont trouvé des échanges tout à fait intéressants entre Dean Acheson, c'est le nom du secrétaire d'État américain, ça s'écrit A-C-H-E-S-O-N, et ses diplomates, ses ambassadeurs en Europe, et entre le même Dean Acheson et Robert Schuman. Et je vous cite deux lignes d'un courrier qui est adressé par le secrétaire d'État Dean Acheson à ses ambassadeurs en Europe. Il leur dit la chose suivante, il leur écrit la chose suivante. Par progrès vers l'intégration européenne, j'ai en tête, en tant qu'objectif et engagement entre Européens, qu'ils décident le plus vite possible du calendrier pour créer des institutions supranationales opérant sur une base qui ne soit pas celle de l'unanimité pour s'occuper de problèmes spécifiques, économiques, sociaux et peut-être d'autres. Extraordinaire. Le gars, c'est quand même le secrétaire d'État américain. Et il définit la structure qui doit se mettre en place au niveau européen pour l'organisation de la vie politique, économique, sociale européenne. Et il dit que cette organisation européenne doit être supranationale. Qu'est-ce que ça veut dire supranationale? Ça veut dire que c'est au-dessus des nations. Ça veut dire que cette structure commande aux nations. Ça veut dire qu'on prive les nations d'une partie de leur souveraineté. Et il confirme ce point de vue quand il dit que le fonctionnement de cette structure ne doit pas reposer sur la règle de l'unanimité. Parce que quand il y a la règle de l'unanimité dans une assemblée, ça veut dire que pour prendre une décision, tout le monde doit être d'accord. Là, il ne veut pas de cette règle, parce que, évidemment, il y a la France avec De Gaulle et il y a un régime communiste gaulliste pendant la période de la liberté. Il y a eu, là, nous sommes en 50. En 50, il n'y a plus
ça disparaît. Mais il y a le risque, il y a la puissance du Parti communiste italien, du Parti communiste français et des gaullistes en France. Donc, il faut éviter il faut éviter la règle de l'unanimité. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Et on voit bien que ce raisonnement du secrétaire d'État américain, c'est exactement la conception des oligarques européens. C'est exactement ce qu'ils veulent faire et qu'ils font petit à petit en grignotant depuis des années les fondements de la souveraineté des États. Et puis, le même secrétaire d'État, Dean Exon, va écrire à Robert Schuman dans un courrier du 30 novembre 1949, 6 mois avant la déclaration Schuman. Et il écrit ceci: « Je crois que notre politique en Allemagne et la mise en place d'un gouvernement allemand capable de prendre sa place dans l'Europe de l'Ouest repose sur l'hypothèse d'un leadership de votre pays sur ces questions. » Traduction: les dirigeants américains demandent au gouvernement français de l'époque de prendre le leadership de la construction européenne, notamment vis-à-vis des Allemands. Extraordinaire, c'est-à-dire c'est les Américains qui organisent les pions qu'ils ont dans l'Union européenne. Et l'origine du pseudo-couple franco-allemand, eh bien, elle est là, c'est-à-dire que le faux couple franco-allemand a été mis sur orbite par les dirigeants américains pour aller dans cet objectif. Et donc, la CECA n'est pas une œuvre européenne, c'est une œuvre américaine. Il n'y a rien d'européen dans ce que fait l'Union européenne. C'est un motif sérieux de vouloir sortir de ce système, ou alors on demande la carte verte, ou alors on demande la nationalité américaine directement, ce sera plus simple. Troisième raison de sortir de l'Union européenne, eh bien parce qu'elle se fait par le marché, pensée comme la valeur suprême de ce système. L'Union européenne est antisociale par nature. Tout à l'heure, je disais qu'elle est antidémocratique par nature, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, les deux vont bien ensemble. Quand on est antidémocratique, on est forcément antisocial. Pourquoi? Parce que placer le marché au sommet des valeurs revient à ne s'intéresser qu'aux personnes qu'on appelle solvables, c'est-à-dire les personnes qui ont suffisamment d'argent pour aller acheter des biens et des services sur les marchés. Les autres, ceux qui n'ont pas l'argent, qui ne peuvent pas aller sur les marchés, qui ne sont pas solvables, ils sont méprisés, ils sont même insultés, au motif que ces personnes ne produiraient aucun effort, par exemple pour chercher du travail, pour se former, pour être productifs, compétitives. Ce sont, pour ces élites, des gens incultes, avinés, qui ne s'adonneraient qu'à la chasse aux aides sociales, seule chose dont ils seraient capables. Voilà à quoi conduit le fait de placer les marchés comme valeur au-dessus de toutes les autres valeurs. L'Europe sociale n'existe pas, elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Il faut se sortir ces chimères de l'esprit. Alors, il y a des étapes, je vais abréger, il y a des étapes que l'on repère très facilement pour la mise en place de l'Europe par les marchés. C'est le traité de Rome en 1957. Comment s'appelle le traité de Rome? Comment on l'a appelé? On l'a appelé le marché commun. Ben, on ne l'a pas appelé
la coopération européenne pour le développement social. Non, on l'appelait le marché commun. Donc, oui, ça démarre par le marché. Ce que recherchent les dirigeants des pays européens avec les Américains, c'est d'installer une société par le marché, une société de marché. Et donc, cette Union européenne est construite comme un instrument de libéralisation du commerce et des économies nationales. Les institutions communautaires n'existent que pour empêcher les États de s'opposer, de contrôler, de maîtriser les marchés, de réguler les marchés. Donc les choses sont parfaitement claires. Il y aura ensuite l'acte unique en 1986 qui vise à éliminer les frontières physiques, fiscales et techniques pour ce qui est appelé de façon scandaleuse les 4 libertés. Liberté de circulation des capitaux, des services, des biens manufacturés et de la main-d'œuvre. Et donc, l'acte unique va être l'accélérateur de la libéralisation des sociétés. Et il va donner un coup de fouet. Alors, nous avons des gens tout à fait intéressants à étudier. C'est M. Fabius, Premier ministre en 1984, qui va mettre en œuvre cette politique avec un autre socialiste en peau de lapin, Jacques Delors, qui va faire la même chose en France, qui ensuite sera nommé président de la Commission européenne pour faire au niveau européen ce qu'il avait fait en France à partir de 82-83, c'est-à-dire le tournant libéral du PS. Il va faire la même chose à Bruxelles. Et puis il y a un autre socialiste impressionnant de socialisme, Pascal Lamy, qui lui aussi va devenir le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Bref, majorité plurielle qui va avaliser la sortie de l'euro, majorité plurielle, hein, c'est-à-dire la gauche plurielle, avec le PS, le Parti radical de gauche, le Mouvement des citoyens, les Verts, le Parti communiste, Premier ministre Jospin, président Chirac, Mélenchon, ministre de l'enseignement professionnel. Eh bien, tous ces gens-là vont mener des politiques qui ne répondent en aucun cas aux besoins de la population, aux besoins des classes populaires et moyennes. Et ils vont particulièrement, là, le Parti communiste a une responsabilité parce qu'il avait quand même appelé à voter non au traité de Maastricht en 1993. Donc, le traité de Maastricht qui crée des conditions pour la monnaie unique. Et bien là, il avale le lancement de l'euro. Les ministres communistes ne démissionnent pas. C'était quand même un motif sérieux pour démissionner. Non, tout le monde avale. Alors, bien sûr, il y a cette propagande qui fait que les forces politiques ont été submergées, manipulées, écrasées intellectuellement par cette idéologie néolibérale. Et puis, il y a le traité de Maastricht, donc je viens d'en parler en 92. Il y a l'accélérateur du traité de Lisbonne, ensuite, après la grande peur du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, certains s'en rappellent, une bataille formidable, et la victoire du non. Nous avons gagné, tous ceux qui avons porté le non en 2005, 55% des Français refusent le traité constitutionnel européen. Et là, ça leur fait peur aux classes dirigeantes. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Eh bien, ils vont trouver la parade. Ils vont organiser un coup d'État. C'est la 4e raison pour sortir de l'Union européenne. Alors, bien sûr, peu de citoyens savent que la France a connu un coup d'État parlementaire. Ce n'est pas les chars qui ont déboulé dans les rues, non. Il y a eu un coup d'État parlementaire le 4 février 2008.
Pourquoi? Parce que, après la victoire du non au référendum de 2005, les élites politiques étaient dans le désarroi, ils ne savaient pas comment faire. Et donc, Sarkozy a trouvé un truc. Il a dit, eh bien, on va inventer une formule, un nouveau traité qu'on va signer à Lisbonne, donc le traité de Lisbonne. Mais en fait, ce nouveau traité va reprendre l'essentiel du contenu du traité constitutionnel européen qui avait été rejeté par référendum. C'est-à-dire, on sort par la porte le contenu du traité en 2005 par référendum et on le fait rentrer par la fenêtre, par le vote du Parlement, réuni en congrès à Versailles le 8 février 2008. L'essentiel des socialistes votent oui, la droite vote oui, et puis la majorité des Verts votent oui. Il y a le FN, le PC votent non, quelques socialistes isolés, quelques droites isolées, bref. Mais même ceux qui votent non, il y a un petit problème, parce que, en fait, il ne fallait pas participer à cette mascarade, à ce coup d'État. Parce que le Parlement, les députés se sont érigés contre le peuple. Le peuple s'est exprimé par référendum. Les députés n'avaient aucune légitimité pour casser ce qu'avait décidé le peuple. Et donc, il ne fallait pas participer, même pour voter non. Il fallait dénoncer ce coup d'État. Il y a très peu d'intellectuels, d'universitaires, de journalistes, d'hommes, de femmes politiques qui ont dénoncé ce coup d'État parlementaire. Il y a, je veux la citer parce qu'elle est particulièrement courageuse, c'est Anne-Marie Le Pourriette, qui est professeure de droit public à l'université de Rennes, et qui va qualifier ce qui s'est passé de coup d'État parlementaire. Et elle dit la chose suivante. Elle dit « Comment le président de la République, Sarkozy, peut-il décider seul, alors que le peuple français a juridiquement rejeté l'intégralité du traité, de faire cependant ratifier par voie parlementaire la majeure partie des dispositions qu'il contenait. La démarche du président de la République prétendant interpréter seule la volonté du peuple français est totalement arbitraire et confine à la dictature. » C'est une prof universitaire de droit public qui dit des choses comme ça. Mais elle ajoute, elle va monter d'un cran, elle ajoute comment qualifier et sanctionner dès lors un tel coup d'État. Le texte de la très populaire Constitution de 1793 n'y allait pas de main morte en disposant dans son article 27, je cite, que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Alors, elle ajoute, la peine de mort, bon, étant désormais prohibée par la Constitution française, il convient de s'y conformer, bien sûr, et de se tourner plutôt vers l'article 35 du texte de 1789, le même texte, qui affirmait solennellement « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégrée, vous le savez, au préambule de la Constitution actuelle, range aussi la résistance à l'oppression parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Il faut bien mesurer ce que dit cette juriste, parce qu'elle fait une analyse implacable de la réalité du système dans lequel nous sommes. On le voit d'ailleurs avec la répression des Gilets jaunes en particulier en ce moment. Et elle termine, Marie Le Pourriette, sans insurrection, ni destitution,
Nous n'aurons alors plus qu'à pleurer sur notre servitude volontaire en réalisant que nos élus représentent bien ce que nous sommes nous-mêmes devenus, des godilles. Bon, ben, ça fait quand même plaisir, je trouve, d'entendre des propos comme ça, parce que là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de baratin, on ne tourne pas autour du pot. Elle dit les choses telles qu'elles sont en droit, c'est-à-dire, elle ne fait pas de l'idéologie, elle fait du droit. Alors, on l'a vu, je termine là-dessus, sur cette première partie, après je vais abréger le reste, parce que j'ai déjà quasiment dépassé mon temps de parole. Mais ce qui s'est passé en Grèce est tout à fait hallucinant. La Troïka a commis, elle aussi, un coup d'État. Qu'a fait la Troïka? Je rappelle que la Troïka, c'est la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, qui ont, soi-disant, aidé la Grèce. En réalité, ils ont tout fait pour pressurer la Grèce, de façon à ce que la Grèce rembourse les banques qui avaient prêté. Les banquiers, là, se sont tirés de façon très positive dans cette affaire grecque, pas le peuple grec qui a été massacré socialement. Eh bien, il faut savoir que la Troïka a exigé et obtenu que le Parlement grec lui remette à l'avance l'ordre du jour de ces réunions. Imaginez, ils sont prêts à faire ça demain en France ou n'importe où, si on les laisse faire. C'est-à-dire que ce sont eux qui disent ce que les députés peuvent débattre et voter et ce qu'ils ne peuvent pas débattre et voter. C'est un peu comme le grand débat de M. Macron. Il y a des sujets qu'on peut blablater et puis d'autres non, sur lesquels il ne faut pas discuter. Alors, ça, ce sont les raisons pour sortir de l'Union européenne. Je n'ai pas encore parlé de l'euro. C'est le meilleur morceau, l'euro. Alors, je vais le faire en 5 minutes, parce qu'il faut qu'on ait un peu de temps pour y discuter. Mais 5 minutes suffiront, finalement, parce qu'il s'agit simplement d'illustrer ce que signifie arme de destruction massive des salaires, de l'emploi et de l'industrie française, pas d'ailleurs que l'industrie française. Alors, premier repère, la différence entre une monnaie unique et une monnaie commune. La monnaie commune, c'est un système dans lequel des États partagent une monnaie, mais cette monnaie sert aux transactions internationales, au commerce international. Chaque État conserve sa monnaie, sa banque centrale, ses taux d'intérêt, et c'est ce qu'on appelle une monnaie commune. Ça ressemble un petit peu à ce qui avait été mis en place en Europe dans les années 80, dans la communauté économique européenne, autour du serpent monétaire européen, du système monétaire européen, les deux. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ça ressemble un petit peu à cela. C'est pas une mauvaise idée tout ça. Pourquoi? Parce que en matière de commerce international, un des risques auxquels se confrontent les entreprises, c'est le risque de change. C'est-à-dire quand la valeur des monnaies fluctue les unes avec les autres et que vous êtes une entreprise qui fait du commerce international, eh bien, cette instabilité des parités de change peut vous poser de graves problèmes et vous obliger à, si ça n'est pas favorable, à vous obliger à pressurer plus les salaires. Donc l'idée à la base d'éliminer le risque de change n'est pas une mauvaise idée entre pays proches qui ont des relations commerciales soutenues. Ça reste une bonne idée. La monnaie unique est autre chose. La monnaie unique, c'est l'abandon de sa monnaie et son remplacement par une monnaie partagée avec d'autres. Donc, bien distinguer monnaie unique et monnaie commune. La nécessité de sortir de l'euro se justifie pour 5 raisons. Je ne fais que les citer pour aller plus vite. Après, on peut discuter, si vous voulez, sur tel ou tel point pour approfondir. La première raison, là, je développerai juste un petit peu parce que c'est quand même le
raisonnement de base, la zone euro ne pouvait être qu'un échec dès le départ, parce qu'elle n'était pas optimale à sa création. Optimale, il faut retenir le mot optimale. Pourquoi? Parce que dans les années 60 et 70, des économistes, à partir des travaux du Canadien Robert Mundell, ont défini ce qu'ils ont appelé la zone monétaire optimale, ZMO, la zone monétaire optimale. Et cette expression désigne un ensemble de pays qui ont décidé ou qui envisagent de décider d'abandonner leur monnaie nationale pour partager une monnaie unique. Et ces économistes ont donc cherché à définir les conditions de réussite, tout simplement. Une démarche tout à fait logique, oui, ben est-ce qu'il existe des conditions de réussite pour que des États abandonnent leur monnaie nationale pour partager une nouvelle monnaie? Et ils vont définir des critères de réussite pour que cette monnaie unique soit optimale. Premier critère, il faut un accord politique entre les pays concernés. C'est l'évidence même, la monnaie doit être le prolongement de la vision politique. Il ne peut pas y avoir de monnaie sans vision politique. Et donc, il n'y avait pas de vision politique au moment de la création de l'euro. Aucun accord de stratégie politique sur la façon dont cette zone euro devait développer les politiques macroéconomiques. Deuxièmement, deuxième critère de succès, il faut des structures économiques assez proches entre les pays. Il faut une certaine homogénéité des niveaux de développement en matière d'inflation, en matière de salaire, en matière de productivité, de structure du commerce international, etc. Ça paraît logique. Mais quand vous regardez après, entre l'Allemagne et la Grèce, les écarts énormes, et que ces deux pays se retrouvent avec la même monnaie, évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Et puis, troisième critère, il faut la mobilité géographique des facteurs de production. Facteurs de production, le travail et le capital. Le capital n'a aucun problème de mobilité. Il circule, d'autant que déjà la libre circulation des mouvements de capitaux avait été décidée. Mais pour les travailleurs, ils ne peuvent pas bouger, eux, comme le capital. Ils ont des familles, ils ont un emploi, ils ont une langue, ils ont une culture, ils n'ont pas forcément envie ou ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Donc c'était totalement irréaliste. Et puis, quatrièmement, il faut un budget central élevé et des mécanismes de redistribution. Comme il y a nécessairement des écarts entre les pays, s'il n'y a pas un budget central qui réalloue des budgets en prenant aux pays qui sont le plus en développement pour affecter, pour allouer des ressources aux pays qui sont en retard, eh ben, les déséquilibres s'aggravent. Et il n'y a pas de budget central. Vous savez que le budget de l'Union européenne est de 1% du PIB. C'est tout à fait nul. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Alors, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Au lieu de faire converger les économies, la monnaie unique les a fait diverger. Non seulement ça a fait diverger les économies, mais en plus ça a créé la zizanie entre les pays. Entre les Grecs et les Allemands, par exemple, c'est une véritable haine qui s'est développée. Eh bien, ça, c'est le résultat de la zone euro. Donc, ça, c'était la première raison. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi les oligarques européens ont créé l'euro alors qu'ils savaient que la zone euro n'était pas optimale? Ils l'ont fait parce qu'ils avaient observé qu'il n'était pas possible à s'unir. Et pour les contraindre à s'unir, il fallait développer l'euro. C'était le pari qu'ils avaient fait. L'union viendrait par la contrainte, en quelque sorte, de l'euro. On comprend très bien pourquoi, parce que si on regarde les critères
de la zone monétaire optimale, il n'y avait que 3 pays qui étaient éligibles, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. C'est-à-dire que si on avait respecté les critères de zone monétaire optimale, la zone euro aurait démarré avec ces 3 pays-là. Mais c'était parfaitement ridicule. Ça aurait été un échec historique dont l'Union européenne aurait eu du mal à se remettre. Ils ont donc raflé le maximum de pays pour les bourrer dans la zone euro. Il fallait bourrer la zone euro en ramassant tout ce qui traînait pour donner l'impression qu'il y avait du monde dans cette zone euro. C'est pitoyable. Donc on est dans cette situation aujourd'hui. Deuxième raison de sortir de l'euro, c'est l'impossibilité de dévaluer. Et l'impossibilité de dévaluer a un impact majeur sur les salaires et sur l'emploi. C'est pourquoi la lutte des Gilets jaunes sur les salaires en particulier et la justice sociale et la justice fiscale doit mettre la sortie de l'Union européenne et de l'euro dans son viseur. Parce que les revendications ne pourront pas être satisfaites dans le système actuel. Alors, un mot sur la dévaluation. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? Quand vous avez un pays qui consomme plus qu'il ne produit, ce pays s'endette. Et comme il s'endette, cela provoque des réactions en chaîne sur les prix, sur les salaires, sur l'emploi, et cette situation déséquilibre et ne peut pas être tenable. Il faut donc rétablir l'équilibre de ce que l'on appelle la balance des paiements, la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre ce que ce pays vend, ce qu'il exporte, et ce qu'il importe, pour arriver à un équilibre plus satisfaisant. Comment fait-on pour rééquilibrer le commerce international à l'échelle d'un pays? Eh bien, depuis des décennies et des décennies, on sait comment il faut faire, on dévalue la monnaie. On dévalue la monnaie, ce qui permet de rendre moins cher nos exportations, et donc d'exporter plus, et de rendre plus cher nos importations, c'est-à-dire de ralentir les importations. Évidemment, ça n'est pas une politique coopérative, mais on n'a pas le choix. Parfois, il faut prendre des décisions. Eh bien, ce mécanisme simple a été interdit avec la monnaie unique, puisque, précisément, c'est une monnaie unique. Donc, quand vous avez des pays qui ont des déficits commerciaux, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Grèce, comme tous les pays sauf l'Allemagne, comment vous faites? Eh bien, vous remplacez la dévaluation par la déflation. Vous remplacez la dévaluation de la monnaie par la déflation salariale. Comme vous ne pouvez pas modifier la parité de votre monnaie pour que vos produits soient moins chers à l'exportation, vous faites de la déflation salariale, c'est-à-dire que vous trouvez des moyens de rendre le coût de la main-d'œuvre moins cher que vos concurrents, pour que le prix des produits baisse, de façon à ce que vous puissiez exporter plus. C'est le système permanent dans lequel l'euro a plongé les pays membres de la zone, c'est-à-dire une pression permanente sur les salaires directs ou indirects, c'est-à-dire les cotisations sociales. Quand on s'attaque aux cotisations sociales, on s'attaque aux salaires, c'est la même chose. Eh bien, au motif de la compétitivité. Dans la mondialisation néolibérale, dans le libre-échange, il faut être compétitif, nous dit-on, mais ça n'est pas faux dans cet univers intellectuel. Et donc, pour être compétitif, il faut avoir des salaires plus faibles que ses concurrents, puisqu'on peut baisser le prix des produits et gagner des parts de marché. Sauf que vous vendez d'un côté peut-être un peu plus à l'export, mais vous avez affaibli le pouvoir d'achat en interne sur le plan national, diminuez les cotisations sociales, et donc vous créez de l'austérité, vous créez du chômage, des bas salaires, de la précarité.
c'est le fondement du système de l'euro. On ne peut pas sortir de ce cercle vicieux. Il n'y a pas de solution. Il faut en sortir pour ces raisons. Et donc, il y a une quatrième raison, mais je ne fais que l'évoquer, c'est la question allemande. Il faut se séparer des Allemands. Pourquoi se séparer, si on le peut gentiment? Mais l'Allemagne a développé une politique impériale. Il faut s'en rendre compte. L'Allemagne a 250 milliards d'euros d'excédents commerciaux. L'Allemagne plonge les autres pays dans la crise, dans l'austérité. Comment fait-elle? On nous dit Deutsche Qualität. Mais c'est totalement faux. Les Allemands ont réussi ces gains de compétitivité par deux artifices. Le premier artifice, ils ont délocalisé massivement une partie de leur production industrielle dans les PECO, des pays proches avec lesquels ils ont historiquement des liens. Des pays qui avaient, dans le cadre du Comecom, le marché commun soviétique, des usines qui avaient une main-d'œuvre qualifiée et qui étaient des pays à monnaie faible, eh bien, ils ont pu baisser leurs coûts de production de manière très importante par cette manipulation. Aucun autre. Alors on nous dit, ouais, vous n'avez qu'à faire comme les Allemands. Mais attendez, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, on va délocaliser où pour avoir des coûts, des avantages compétitifs comme les Allemands? Il n'y en a pas. Et puis la deuxième escroquerie, c'est que les Allemands, avec les sociaux-démocrates, ont lancé une déflation salariale à grande échelle, c'est-à-dire qu'ils ont abaissé les impôts sur les sociétés et les ont rebasculés sur les impôts indirects, la TVA notamment, ce qui fait que le coût de la main-d'œuvre et les profits des entreprises ont explosé. Voilà la réalité qui nous est cachée et que tous les chiffres confirment. Il suffit de travailler un petit peu pour s'en rendre. Voilà, je m'arrête là sur l'euro. Il y aurait encore évidemment beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça suffit pour être convaincu qu'il faut en sortir le plus vite possible. Alors un mot pour terminer sur la façon de sortir et sur ce que l'on doit faire. C'est pas ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire une fois sorti. Eh bien, il faut d'abord prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Bien sûr, si on veut faire des politiques favorables aux intérêts du peuple, de la grande masse des citoyens, de classe populaire, de classe moyenne, des paysans, des petits entrepreneurs, il faut prendre le pouvoir. Aucune force politique aujourd'hui n'est en mesure de prendre le pouvoir pour mener ce genre de politique. Ça n'existe pas. C'est une des raisons qui explique l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a pas que ça, mais au fond, c'est ça. Ben, prendre le pouvoir, ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire abandonner l'obsession de l'élection présidentielle. Ça n'est pas par l'élection présidentielle qu'on prend le pouvoir, c'est par les législatives. Parce que le système actuel, bien sûr, c'est un système de pouvoir personnel, on le voit avec Macron premier. Mais si la majorité changeait au Parlement, ben Macron premier, il serait enfermé dans son bureau. Il ne bougerait plus, parce que ce n'est pas lui qui dirigerait. On l'a vu au moment des cohabitations. Qui dirigeait le pays quand il y a eu les cohabitations? Jospin, Chirac. Qui était le patron? Chirac était le président, Jospin Premier ministre. C'était Jospin. Et ainsi de suite. C'est le Premier ministre, dès lors qu'il a une majorité au Parlement, qui détient le pouvoir effectif. Ce n'est pas le président de la République. Il faut donc arrêter avec tous ces égocentriques qui ne pensent qu'à l'élection présidentielle
pour se focaliser sur les élections législatives. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de gagner les élections législatives. Il faut s'organiser dans ce but et laisser tomber la présidentielle. C'est fait pour amuser la galerie. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut sortir unilatéralement de l'Union européenne et donc de l'euro. Unilatéralement. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas utiliser l'article 50 du traité de Lisbonne. Surtout pas. Regardez avec le Brexit. Le Brexit, les Britanniques se sont fait piéger. Ils ont activé l'article 50. Regardez comment on les a trimballés. Et on ne sait même pas s'ils vont pouvoir sortir. On parle même de les refaire voter. Parce que l'article 50 du traité de Lisbonne, qui traite des modalités de sortie de l'Union européenne, se fixe un délai de 2 ans pour négocier la sortie. Mais on ne négocie pas la sortie. C'est un acte souverain, unilatéral, du pays qui veut sortir. Il envoie une lettre recommandée, point. Alors, évidemment, après, il faut des discussions techniques sur la façon de résoudre tel ou tel problème. Mais c'est terminé. Il n'y a pas de négociation. La décision se prend, elle est unilatérale. Donc ça doit être bien clair. Et puis, après, il faut un référendum assez rapidement pour réviser la Constitution actuelle, bien avant une révision plus complète, parce qu'il faut refonder le système politique. Il faut une nouvelle Constitution, c'est sûr. Mais sans attendre, parce que ça demande un débat approfondi de plusieurs mois. Mais dans les semaines qui suivent une victoire aux élections législatives, il faut organiser un référendum le plus vite possible pour retirer de la Constitution actuelle le titre 15 qui place la France sous la domination du droit communautaire et qui nous impose les normes européennes. Ça, il faut le faire le plus vite possible. Et puis après, il faut mettre un programme de libération au service du peuple. Il y a 10 points, je les cite comme ça, ça va durer 30 secondes. Premièrement, il faut annuler les plans d'austérité. Deuxièmement, il faut contrôler l'échange et les mouvements de capitaux. Troisièmement, rétablir la souveraineté populaire et nationale sur la politique monétaire. On reprend en main la Banque de France. Annuler la dette publique et la restructurer. Sortir unilatéralement et immédiatement de l'euro, revenir au franc. Dévaluer le franc. Nationaliser toutes les banques et compagnies d'assurance. Démanteler les marchés financiers. Organiser le dépérissement de la bourse, ça fait 9 points. Bon, voilà. Ça, on peut le faire. Hein. On a fait mieux dans l'histoire de France. Donc voilà, je m'arrête et j'espère tout simplement vous avoir convaincu, peut-être pas totalement, mais en tout cas apporter un certain nombre d'éléments de réflexion. Il nous reste certainement un petit peu de temps. On peut le consacrer à un échange si vous avez des points de vue, des questions, des objections. Donc, Nicolas, c'est à toi de nous dire ce qu'il faut faire. Et bien justement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans le public? C'est peut-être un peu technique aussi. Oui, il y a du monde, ben voilà, il suffit de lever la main. Alors, j'ai 2 petites remarques et... Lui, c'est Mathias. Mathias. J'ai 2 petites remarques et une question, un peu technique la question. Les petites remarques, c'est juste, lorsqu'il y a eu le fameux couple franco-allemand avec Didier Chesson, on parlait de la France qui devait avoir le leadership. Maintenant, c'est plus du tout ça. On peut voir, bon, Zbigniew Brzezinski est mort, mais dans la doctrine de Zbigniew Brzezinski, qui a été quand même le conseiller diplomatique d'un sacré paquet de présidents américains, la France devait rester totalement humiliée économiquement par l'Allemagne, rester toujours en dessous, mais avec toujours l'espoir que peut-être elle va s'en sortir. Et l'Allemagne devait rester évidemment faible diplomatiquement pour que la France continue de briller en matière culturelle et diplomatique.
Et la deuxième petite remarque, c'est le contraire. C'est pas l'OTAN qui s'est mis en place pour lutter contre le pacte de Varsovie. L'OTAN, c'est 1949, le pacte de Varsovie, c'est 1955. Donc en fait, c'est les Américains qui ont provoqué, et c'est l'Union soviétique qui a dit oula, faut qu'on fasse la même chose parce que ça commence à sentir possible. Et ma petite question, c'est quelle est la différence entre la société du Mont Pelerin, le néolibéralisme, et l'ordolibéralisme? Parce qu'en fait, je suis parfaitement... j'ai une méconnaissance totale de ce qu'on appelle de nos jours l'ordolibéralisme, et apparemment, ça a l'air d'être important. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un bouquet de questions ou vous voulez faire questions-réponses comme ça à chaque fois, comme vous voulez? La réponse, c'est bien. Ok. Donc, oui, c'est sûr que la conception américaine vis-à-vis de la France et de l'Allemagne a évolué, et elle évolue d'ailleurs à toute vitesse avec Trump. On voit bien que ça n'est plus la même chose. Mais c'est parti comme cela. Et en tout cas, le résultat est là, c'est la mise en place de ce système de l'Union européenne qui a été extrêmement marqué par les conceptions du départ. Sur le pacte de Varsovie, tout à fait d'accord, en effet, c'est l'inverse, mais ça n'enlève rien au raisonnement. Qui est que ça abonde dans votre sens. Comment? Ça abonde dans votre sens. Oui, tout à fait, parce que déjà en 1949, année de création de l'OTAN, ce qu'on appelle le bloc de l'Est est constitué. Il est constitué. Et donc c'est par rapport à ça qu'il y a cette réaction. Concernant la Société du Mont Pelerin, alors la Société du Mont Pelerin, juste un mot, c'est une société savante. Elle est réputée comme étant la première boîte à idées, les think tanks néolibérales mondiales. C'est la mère de toutes les boîtes à idées. Et son boulot consiste à produire de l'idéologie pour développer le néolibéralisme. Et il y a du beau monde, hein, il y a des prix Nobel, et elle est créée en 1948, je crois, quelque chose comme ça, par notamment Friedrich von Hayek, et ils vont développer le néolibéralisme. L'ordolibéralisme, lui, est la marque de l'Allemagne. C'est surtout les Allemands qui développent ce point de vue. À mon sens, la différence essentielle entre le néolibéralisme et l'ordolibéralisme, c'est la place de l'État. L'ordolibéralisme, pour moi, consiste à utiliser l'État pour le mettre au service du libéralisme, alors que le néolibéralisme prône plutôt le dépérissement de l'État. Voilà, je vois les choses un peu comme ça, si vous voulez, de manière un peu rapide. Merci beaucoup. Très bien. Question à 2 francs 6 sous. Aux Européens, vous conseillez qui? Oui, bonne question. Je conseille l'abstention active, parce que, franchement, après ce qui a été dit là, est-ce qu'on peut voter? Entendons-nous bien, le vote est une conquête démocratique essentielle, évidemment. Et donc, l'usage du droit de vote est un acquis auquel il ne faut pas renoncer. Il peut donc être choquant d'appeler à s'abstenir. Mais ça ne suffit pas comme raisonnement, parce que voter, oui, d'accord, mais encore faut-il que le résultat du vote ait un effet sur les institutions. C'est quand même pour ça qu'on vote. On vote pour qu'il y ait un résultat derrière, qu'il y ait un effet sur les institutions. Or, avec le système de l'Union européenne, que je viens de décrire par certains aspects, le vote à l'élection européenne n'aura aucun effet sur les institutions européennes. Aucun. Parce que le rôle du Parlement européen est d'appliquer les traités européens.
le Parlement européen ne peut pas modifier les traités européens. Je n'ai pas parlé dans mon exposé de l'article 3 du traité de Lisbonne, le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article 3 parle des compétences exclusives de l'Union européenne. Il y en a 5. La politique monétaire, le commerce intérieur, le commerce extérieur, les frontières et la pêche. Si nous voulons voter aux européennes pour des gens, des listes, une liste qui se prononce pour le retour, disons, des politiques monétaires nationales, et donc l'abandon de la politique monétaire, de la compétence exclusive de l'Union européenne en matière monétaire, en se disant, ben, si on a une majorité au Parlement européen, le Parlement européen peut voter et donc modifier cet article 3, notamment le point qui concerne la politique monétaire. Ben non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. C'est une mascarade électorale. C'est un simulacre pour simuler un acte démocratique, pour donner le change. Mais sur le fond, il ne se passera rien. Alors, évidemment, les partis politiques qui présentent des listes, ils en parlent beaucoup, ils s'agitent, etc. Pourquoi? Parce que l'élection européenne est devenue un enjeu de politique intérieure, uniquement, qui va servir à prépositionner les candidats obsédés par l'élection présidentielle. C'est tout. Il ne faut pas se prêter à cette mascarade. Il faut un boycott citoyen, une campagne de boycott de l'élection européenne. Imaginez quelque chose qui n'arrivera pas. Imaginez qu'il y ait 90% d'abstention. Ça n'arrivera pas en France, mais ça arrive presque dans certains pays. Eh bien, dans un pays comme la France, fondateur, pays fondateur, 80%, 90% d'abstention, là, il y a un effet politique. C'est là qu'il y aura un effet politique. C'est pas autrement, c'est pas en votant. Mais qu'est-ce que vous pensez de Nigel Farage, qui était un eurodéputé britannique, qui a fait 1 ou 2 mandats? Il a lancé le parti UKIP et il a mis dans l'idée de retrouver sa souveraineté en Angleterre. Donc ça a quand même fait un pont, on va dire, d'avoir des élus européens pour sortir de l'Union européenne. Pas du tout. Pas du tout. Mais non, parce que la bataille du Brexit, elle ne s'est pas menée au Parlement européen, elle s'est menée en Grande-Bretagne, sur le terrain. C'est ça qui compte. Mais il a financé son parti grâce à... Oui, mais c'est de la politique politicienne. Il faut être clair. Il ne faut pas, on ne peut pas dire on veut sortir de ce système d'un côté et d'un autre côté y entrer subrepticement par le biais du Parlement européen. Non. Ce système est à démanteler. Il ne faut pas mettre le doigt dedans. D'ailleurs, il y aura une petite étude sociologique à faire sur les gens qui ont été députés européens, parce que c'est une lessiveuse, le Parlement européen. Vous rentrez au Parlement européen, vous sortez, vous êtes tout blanc, vous avez été essoré. Et les types qui ressortent du Parlement européen, ils sont européistes, plus ou moins. Regardez M. Mélenchon, il critiquait l'Europe, l'Union européenne, etc. Parlementaire européen, hop, il revient, plan A, plan B, patati, patata. Madame Le Pen, elle va au Parlement européen, et puis ben, elle revient, elle ne veut plus sortir de l'euro. Enfin, attention, il ne faut pas envoyer n'importe qui. Même les meilleurs, si je puis dire, se font retourner comme des crêpes. Donc, ça paye bien. Oui, non, parce que mettre le doigt dans cet engrenage est mortifère, ça n'est pas crédible. Il faut être cohérent jusqu'au bout. Si
on a une analyse rigoureuse de ce système, il faut aller au bout et ne pas utiliser le système pour des motifs de politique intérieure. Soit la notoriété, soit utiliser une tribune, soit utiliser le fric donné aux parlementaires. Tout ça, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. On fait quoi du coup? On s'abstient. On fait une campagne pour s'abstenir et on essaye d'obtenir le maximum. Une campagne pour vote blanc au pire. Non, Si c'est vous pas êtes pareil. républicain, vous êtes pour le vote. Moi j'ai une question alors- par rapport à l'abstention en fait. Parce que vous parlez d'abstention, c'est oui. l'abstention qui a été élue en France et c'est Macron qui dirige. Donc Oui. on fait quoi nous? Parce qu'on s'est abstenu justement. Eh ben, Ça c'est n'a très pas 90%, vous imaginez, il faut 20 ans pour arriver à Mais 80% non, alors, d'abstention. mais il y a deux questions. Il y a la différence d'abord entre abstention et vote blanc, et puis le vote de Macron à la présidentielle. Le vote blanc est un vote à recommander dans le cadre d'élections, je dirais, normales. Lorsque vous estimez que vous n'avez pas l'offre politique qui correspond à vos souhaits, mais que vous êtes un bon citoyen, que vous croyez à la République, vous allez voter blanc. Vous vous déplacez. En vous déplaçant, vous reconnaissez le système. C'est ça. Vous reconnaissez le système. Vous avez confiance dans le système puisque vous votez. Donc, dans ce cas-là, il faut voter blanc. Il ne faut pas s'abstenir. Pour l'élection européenne, on ne peut pas avoir confiance dans le système. On ne peut pas aller voter tout simplement. Donc on ne peut pas voter blanc. Et le seul acte politique qui est un sens, c'est l'abstention.